Bonsoir et bienvenue à cette deuxième rencontre organisée par la revue Esprit et l'Institut d'études avancées et modestement nommée l'Esprit du temps. Trois grands spécialistes du livre débattront ce soir des risques et enjeux des technologies nouvelles pour la circulation de l'écrit, autrement dit pour l'avenir de la bibliothèque et du livre. En premier lieu, il y a Robert Danton, professeur de l'université de Princeton, spécialiste de l'histoire européenne et du livre, directeur de la bibliothèque universitaire de Harvard, mais plus important que tout ça, si vous le permettez, Robert Danton est résident à l'Institut d'études avancées. Et pour nous, Robert Danton, c'est Bob, et nous sommes très heureux et très honorés de l'avoir parmi nous. Quand Robert Danton nous aura présenté ses idées, il y aura une discussion entre Roger Chartier, directeur d'études de l'EHSS et professeur au Collège de France, où il a été titulaire de la chaire Écrit et culture dans l'Europe moderne. Il est spécialiste de l'histoire du livre et de la lecture. Et enfin, Jean-Noël Jeanneney, professeur à Sciences Po, ancien secrétaire d'État à la communication et directeur émérite de la Bibliothèque nationale de France. Il est spécialiste de l'histoire politique et des médias. Merci infiniment d'avoir accepté à parler, à discuter avec Robert Danton et avec nous autres ce soir. Je nous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux et honoré d'animer ici à l'Institut d'études avancées et au nom de la revue Esprit cette discussion autour des livres, des bibliothèques à l'ère numérique avec trois historiens qui ont tous trois réfléchi depuis plusieurs décennies, plus de 20 ans au moins pour certains d'entre eux et peut-être encore plus pour les autres, aux nouveaux défis posés aux livres par le net et les supports numériques. Robert Danton, qu'on vient d'entendre bien sûr, et qui a, par son métier d'historien de la circulation du livre au XVIIIe siècle et son rôle évidemment de directeur des bibliothèques de Harvard, mais également celui qu'il nous a décrit avec ce projet de DPLA, pris parti dans les débats publics entre firmes publiques, institutions étatiques et citoyens sur la question de l'accès au savoir. Jean-Noël Jeanneney, historien des médias, ancien secrétaire d'État à la communication, ancien président de Radio France, ancien président de la Bibliothèque nationale de France et qui, à ce poste, a ferraillé dur et sévèrement avec en particulier des firmes américaine, et en particulier la firme Google, sur ce même accès au savoir, avec un livre plusieurs fois publié, qui en est, je crois, à sa 3e édition, qui s'intitule « Quand Google défie l'Europe, plaidoyer pour un sursaut ». Et Roger Chartier, enfin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur au Collège de France, qui était un historien du livre et de l'écrit à l'époque moderne. Et je voudrais commencer par vous, qui n'avez pas eu de fonction comme Robert Danton et comme Jean-Noël Jeanneney, Roger Chartier, mais qui avait réfléchi sur la très longue durée, justement, à ces métamorphoses, pourrait-on dire, de l'écrit et du savoir depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Vous avez écouté la conférence donc, de Robert Danton et vous avez évidemment pointé son optimisme, parce qu'effectivement, on voit chez Robert Danton cette qualité qu'il a particulière à ne pas se laisser prendre par une vision trop noire de cette numérisation du savoir et de l'écrit, mais qu'il a justement d'imaginer une grande nouveauté qui permette justement aux citoyens, aux États et aux grandes institutions publiques de contourner cet écueil, pourrait-on dire, qui est l'écueil de la numérisation par des grandes firmes privées. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette approche très optimiste de Robert Danton, Roger Chartier ? Ce qui est frappant, c'est la relation qu'il établit d'emblée entre les audaces du numérique, dont la DPLA serait une illustration spectaculaire,
et la confiance ou la certitude dans la perpétuation de l'existence du livre imprimé et de la fréquentation des bibliothèques. Et c'est cette alliance-là qui, peut-être, pour au moins lancer la discussion et le plaisir, sinon de la controverse, mais de la différence, qui me paraît peut-être problématique. Il a absolument raison de signaler que dans tous les pays européens, moins de 5% dans le commerce du livre est le commerce du livre électronique. Et aux États-Unis, comme il le faisait remarquer très justement, on est autour de 20%, un peu plus de 20%, mais avec une absence de la progression qui était attendue. Mais pour autant, est-ce que les institutions de la culture imprimée ne sont pas toutes en une situation de grande difficulté ou fragilité? Fragilité des librairies. On le voit chaque jour dans la plupart des pays européens. Alors on dira, oui, mais on peut acheter des livres imprimés avec Amazon. Tentation des bibliothèques de reléguer loin de leur lieu central des collections imprimées qui sont considérées comme insuffisamment consultées, y compris dans les bibliothèques universitaires américaines. Et aussi dans les grandes bibliothèques, y compris la Bibliothèque nationale de France, certains constats du recul de la fréquentation. On dira c'est pas grave puisqu'on a accès sous la forme numérique. De nombreux journaux ont abandonné, des journaux importants aux États-Unis ont abandonné l'édition imprimée, ne la conservant parfois que pour la fin de semaine. Mais on dira c'est pas grave puisqu'il y a une édition électronique. Et donc le raisonnement du c'est pas grave est fondé sur l'idée qu'il y a une équivalence entre les manières d'accéder au commerce du livre, les manières de consulter les imprimés ou les manières de lire le journal. Et pour moi, cette idée de l'équivalence est peut-être le péril qui nous menace, en particulier pour accéder au rêve que Robert Danton a développé, c'est-à-dire l'idée d'une coexistence pacifique entre différentes formes de la culture imprimée. Et cette idée de l'équivalence, à mon avis, elle est dangereuse parce qu'elle sous-estime ou elle masque le fait qu'on est face à deux logiques complètement différentes dans le monde de l'imprimé et dans le monde du numérique. La logique de l'imprimé, comme le montrent les métaphores de lecteur voyageur, du lecteur nomade, du lecteur braconnier de Michel de Certeau, est une logique topographique. C'est une logique du parcours à l'intérieur d'une revue, des articles qui sont publiés en même temps, ou sur la même page du journal, ou dans un ouvrage. La logique du numérique est une logique thématique. C'est une logique du thème, de la rubrique, du mot-clé. Et la lecture du même journal ou de la même, entre guillemets, revue, s'en trouve profondément transformée. Je ne prétends pas que l'une ou l'autre de ces lectures soit supérieure. Elles ont des possibilités, des offres qui sont différentes. Mais pour que l'on puisse garder le bénéfice de cette pluralité de possibilités, faut-il encore que cette conscience de la non-équivalence ou de l'équivalence comme erreur soit acquise par les pouvoirs publics, par le monde académique, par les lecteurs ordinaires. Et je conclue dans cette première intervention sur une autre question qui se lie à celle-ci. Robert Danton a parlé très justement de l'écosystème numérique. La place de la bibliothèque électronique dans l'écosystème numérique n'est pas comparable à la place de la bibliothèque d'imprimés ou de manuscrits dans la culture écrite. Elle n'est pas comparable parce que le monde numérique est un monde de continuité, aussi bien temporel au fil de la journée que thématique ou morphologique dans les rencontres avec l'écrit. Il est un monde de relations réciproques entre différentes formes d'inscription des textes sur différents types d'écrans, mais qui ont toutes cette caractéristique d'être numériques. Et le passage du tweet au jeu électronique, du jeu électronique au Facebook et de Facebook à la lecture d'un ouvrage ou d'un journal ne peut pas ne pas être produire, ne peut pas ne pas produire des relations, des contaminations et au niveau des pratiques, des relations à l'écrit qui sont profondément différentes
de la relation avec l'écrit dans sa forme imprimée. Et donc, je partage l'idée fondamentale, magnifique, de la coexistence des trois cultures, manuscrite, j'ai pris des notes à la main pendant l'exposé, imprimée, il y a la revue Esprit sur certaines des chaises, et numérique. Mais elle n'est pas un donné. Elle n'est pas quelque chose que l'on doit constater et, à partir de ce constat, penser que la situation est là. Non, je pense qu'elle pourrait être le résultat d'une conquête si l'on admet que les discours comme celui que je suis en train de tenir ou que celui que Robert Danton a tenu peuvent convaincre, mais que, en fait, les transformations les plus profondes, les mutations les plus essentielles sont souvent dans le silence des pratiques innombrables et anonymes des utilisateurs. Convaincre, juste une question, Roger Chartier, convaincre qui? Peuvent convaincre... alors, qui faut-il convaincre d'une certaine façon de cette possible disruption entre les différents modes de savoir, de connaissance et de transmission? On peut d'abord commencer par convaincre ceux dont dépend le sort d'un certain nombre de ces institutions. Par exemple, les pouvoirs publics dans la protection des librairies, les aides aussi des pouvoirs publics par rapport à l'édition. Ensuite, c'est de convaincre le monde de l'éducation en général qu'on ne peut pas attendre les mêmes profits ou les mêmes effets d'une forme ou d'une autre de la culture écrite. Et donc, contre la tentation qui avait pu être très forte un temps de remplacer, en particulier dans les pays d'Amérique latine, les maîtres d'école par des ordinateurs, contre toute tentation qui consiste à penser que la forme du support n'importe pas dans la conception ou la représentation ou la perception de l'œuvre. Et donc, du coup, là, de convaincre le monde de ceux qui sont enseignants ou enseignés, et de convaincre les lecteurs, même ordinaires, que lire leur journal dans une forme imprimée n'est pas le même type de parcours, de voyage, de découverte que lire la forme numérique de ce journal. Donc je crois que c'est une conviction générale qui doit être produite. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait dans votre approche, Roger Chartier, une hiérarchisation de ces manières? Non, aucune. C'est simplement de tenir compte des différents supports. Prenons deux exemples. Un, le fragment et la totalité. La relation du fragment textuel dans le monde de l'œuvre imprimé est une relation de localisation. Personne n'est obligé de lire toutes les pages d'un livre imprimé, mais la forme imprimée impose la localisation du fragment qui va en être extrait. Et donc ce fragment, il a un rôle dans une démonstration, une argumentation, une narration. Et il est inscrit dans cette totalité. Et la relation est immédiate. Le fragment du monde numérique, c'est un fragment qui a une très forte tendance à l'autonomie, à l'indépendance, au détachement. Et on le voit très bien par les citations qui sont faites souvent d'œuvres transformées numériquement, dont des fragments sont extraits, sans que la question soit posée de la relation, de la position et de la signification de ce fragment dans la totalité. Ce qui est une richesse aussi, puisque dans une perspective d'originalité esthétique par rapport au monde numérique, serait de briser avec la notion d'œuvre et d'avoir un monde qui ne serait plus des fragments, puisqu'un fragment suppose une totalité dont ils ont été, ou sont encore le fragment, mais des unités textuelles discrètes qui pourraient être juxtaposées, composées, recomposées, séparées. Donc je pense que c'est un exemple. Et l'autre exemple qu'il a pris, et qui est très, très spectaculaire, Robert Danton, qui est la comparaison entre l'encyclopédie de Diderot et Wikipédia, est aussi très éclairant, parce que l'encyclopédie de Diderot est fondée sur l'idée de l'unité d'une œuvre. De là, les renvois permanents, de là, le fait que bien que la nécessité est obligée à faire une œuvre en ordre alphabétique, néanmoins, le tableau raisonné des connaissances lui donne une structure qui est celle d'un livre. Il y a de nombreux volumes, mais c'est un livre. Mémoire, entendement, imagination. Dans le cas de Wikipédia, chacun des articles acquiert très rapidement une radicale autonomie. Et quel serait le projet intellectuel de Wikipédia, sauf de constituer une base de données, sans parler plus encore, comme le montrait un collègue qui est conservateur à la Bibliothèque nationale, M. Matisse, que le degré de certitude, de sûreté, de savoir des articles de Wikipédia est toujours questionnable. Et donc, du coup, il pensait, lui, que ce qui était intéressant, c'était le fait que face à Wikipédia, il y avait ce qu'il appelle une lecture anxieuse, et qui pouvait, évidemment, paradoxalement, renforcer
l'idée de découvrir la falsification, de rétablir l'erreur ou de corriger l'inexactitude. Mais elle n'est pas donnée d'emblée. Robert Danton. D'abord, il faut rappeler que Diderot était très mécontent de son encyclopédie. L'idée était magnifique, mais quand l'éditeur Panckoucke lui a proposé de refaire l'encyclopédie, il a refusé. Il était non seulement épuisé, mais il trouvait que l'arbre des connaissances, avec les 3 facultés, mémoire, imagination, raison, ne suffisait pas. Et en fait, il y a pas mal d'autonomie dans les articles de l'encyclopédie de Diderot. Je la connais bien, j'ai fait un livre là-dessus. Et dans le cas de Wikipédia, il existe un danger. Et surtout au début, il y avait beaucoup d'articles qui étaient inexacts et même manipulés. Mais maintenant, Wikipédia a mis toute une équipe d'éditeurs qui contrôlent, etc. Et ce qui est frappant, c'est que cette information s'envole autour du monde. C'est le cas de tous les livres numériques qui sont accessibles en Afrique, en Amérique latine, dans des villes et à la campagne où personne n'avait accès aux livres. C'est une véritable révolution à l'accès au savoir, à un certain savoir qui n'était pas ouvert à une grande partie de l'humanité. Donc c'est en cela que consiste mon optimisme. Je reste optimiste. On peut même, nous avons constaté aux États-Unis, une augmentation des librairies privées. Des librairies. Roger Chartier a raison d'insister que les librairies sont menacées. Pourtant, cette baisse dans les e-books et cette augmentation dans les librairies privées des États-Unis m'indiquent que le livre imprimé se porte très bien. Il y a même augmentation de titres publiés chaque année. Mais mon argument central, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le numérique et l'imprimé. J'y vois plutôt deux phénomènes complémentaires au lieu d'être contradictoires. Les deux logiques sont différentes, je veux bien, je suis d'accord avec Roger Chartier, je ne fais pas d'équivalence, mais ils se complètent. Et cette façon de se compléter, on le voit dans les activités de nos bibliothèques qui sont bourrées de lecteurs. J'y vais tout le temps observer les étudiants ou dans les bibliothèques publiques, les citoyens, souvent ils ont un ordinateur et un livre imprimé ou un journal imprimé. Leur façon de s'adresser au monde de savoir est différente des nôtres. Donc, je reste optimiste et je crois que nous pouvons vraiment ouvrir le monde de la culture à une population qui l'ignorait. Mais vous avez commencé votre exposé tout à l'heure en évoquant cette question du combat un peu titanesque entre puissance publique et firmes privées. Est-ce que vous êtes aussi optimiste, je crois qu'on n'entend plus, est-ce que vous êtes aussi optimiste justement vis-à-vis de ce combat que vous l'êtes vis-à-vis de cette propagation du savoir par ces nouveaux moyens numériques? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, Robert Danton, que le combat est égal, qu'il y a possibilité pour la puissance publique, comme vous l'avez montré pour la DPLA, de non seulement se défendre contre les firmes privées qui voudraient s'accaparer ces puissances et ce savoir, mais aussi de proposer une alternative? Nous proposons une alternative. Il faut se rappeler que les conditions aux États-Unis sont fort différentes des conditions en Europe. Nous pouvons en parler avec Jean-Noël Jeanneney, puisque
en France, l'État représente le bien public, si j'ose le dire. La Bibliothèque nationale de France, sous votre direction, a fait des progrès énormes. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Nous nous méfions de l'État, surtout en ce moment. Et ce qui nous sauve, pour ainsi dire, ce sont les fondations publiques, les fondations privées, mais qui sont dévouées au service public. Ces fondations font un bien énorme. Et aussi, il faut se rappeler que l'État fédéral est puissant, mais il existe les États, les 50 États et les municipalités, et le pouvoir est dispersé aux États-Unis. Donc, il existe ailleurs un esprit public. Les bibliothécaires dans les petites bibliothèques publiques se sont ralliés à la DPLA. Et nous y voyons comme une armée de gens qui voudraient participer à cette démocratisation. Donc les conditions sont différentes et je crois que la lutte va continuer, puisque, bon, Google ne s'y intéresse plus, mais Amazon, c'est une force menaçante qui risque d'écraser les librairies, comme Roger Chartier l'a dit, et nous trouverons d'autres firmes commerciales qui voudraient profiter. Donc il faut, me semble-t-il, rester prudent et sur le qui-vive. Défendre l'esprit public. Alors justement, Jean-Noël Jeannet, qu'est-ce que vous avez mené, je l'ai dit tout à l'heure, un combat contre Google lorsque vous dirigiez la Bibliothèque nationale de France et même après. Et ce combat, vous pensez qu'il a des chances d'être gagné? Parce qu'effectivement, cet accès au savoir, cette volonté de s'accaparer des connaissances et des données, en particulier de la part de ces grandes firmes, et ensuite de les monnayer, comme l'expliquait très bien Robert Darnton tout à l'heure, est effectivement une grande menace pour l'esprit de ceux qui voudraient justement les mettre à la disposition de tous gratuitement, et en particulier de toutes les institutions publiques. Peut-être me permettrez-vous d'abord de dire le bonheur que j'ai à entendre Robert Darnton, à l'entourer de cette amitié et de cette considération, comme ce soir, et la satisfaction que j'éprouve à l'entendre refuser les jérémiades, comme vous avez raison. Il faut être optimiste, à condition que la lucidité voit aussi les obstacles qui sont considérables, les effets des évolutions des techniques que Roger Chartier vient d'évoquer du point de vue de ceux qui reçoivent, et les périls que peuvent impliquer, à mes yeux, les équilibres qui peuvent devenir des déséquilibres entre le marché, d'une part, et les intérêts collectifs. Je minimise en réalité la différence entre l'État et les fondations, l'État en France et les fondations. C'est une question de culture d'ensemble. Vous êtes plus proche du mécénat des Grecs, mais d'une certaine façon, par la défiscalisation, l'État délègue chez vous la responsabilité des choix culturels aux fondations dont vous parlez, ce qui ramène finalement une certaine idée de l'intérêt public. Cela étant dit, au fond, il faut commencer par partir d'un bonheur. Vous vous rappelez toujours ce que disait Borges, quand on a appris que la bibliothèque pouvait contenir tous les livres, ce fut un bonheur extravagant. Un bonheur extravagant. D'où la nécessité d'être d'abord optimiste, mais déterminé, et à l'écoute de tous les périls. Et pour ma part, s'il faut prendre un angle, ce sera celui, décidément, de l'opposition entre l'intérêt public, que vous avez évoqué vous-même, et d'autre part, la loi du marché. Je ne m'immisce pas la loi du marché, les intérêts. Comme disait De Gaulle, ça permet aux gens de se décarcasser. Très bien. Mais il faut que l'intérêt public surplombe. Et c'est resté ma doctrine, là comme ailleurs. C'est vrai aussi pour l'audiovisuel, très clairement. Il me dit que le président Trump est en train de diminuer les crédits accordés à l'audiovisuel public, culturel. Je ne sais pas si c'est exact, mais vous voyez à quel point tout cela est fragile par rapport à la nécessité du double système. Et ce double système, il vaut aussi, à mes yeux, dans le domaine des bibliothèques, c'est-à-dire de l'accès, en somme, à l'héritage culturel que nos prédécesseurs nous ont laissé. C'est là qu'on retrouve tout ce que vous avez, chemin faisant, évoqué. Et d'abord la question de la propriété littéraire, des droits d'auteur,
la question également de l'effet du vrac, qui est toujours une menace sur la réception par les utilisateurs, les citoyens en somme, de ce qu'on leur offre de la sorte, comment s'y retrouver. La question aussi évidemment de la perception de ces discours par rapport dans la vie quotidienne et dans la construction par chacun de sa culture personnelle. Mais je reste un instant, je pense que nous continuerons après à en parler, sur la question que vous avez évoquée des droits d'auteur, comme c'est important en effet. Au-delà des droits d'auteur, c'est toute la question de la gratuité ou de la fausse gratuité que l'on nous affirme parfois être celle de l'offre culturelle. De même qu'il y a une fausse gratuité de la radio et de la télévision privée, en réalité nous payons comme consommateurs. Et c'est bien ce que nous avons discerné d'entrée de jeu dans l'offre de Google quand nous l'avons apprise en décembre 2004. Cette firme majeure, essentielle, inventive, vous choisirez tous les adjectifs que vous voudrez, elle les mérite sûrement, cette firme-là avait à nos yeux une formidable hypocrisie dès ce moment-là, en affirmant que c'était purement l'intérêt public qui la mouvait, uniquement le désir de servir les appétits culturels du monde entier. Nous sommes les serviteurs de cela. Et très vite, aussitôt à vrai dire. C'est pour ça que je l'ai indiqué dans un article du Monde qui a un peu agacé Google, c'était un bon signe. Et ensuite, dans cette édition de livre, ce livre qui était indispensable de regarder derrière et de se demander ce que Google, à court terme ou à long terme, ferait des fichiers qu'elle se procurait, avec déjà une inquiétude, c'est qu'elle exigeait des bibliothèques, dont Harvard à l'époque, vous êtes beaucoup rattrapés depuis, comme institution, que la seule condition, c'était que les contrats seraient secrets. Le directeur de la New York Public Library m'a dit ça. J'ai dit, racontez-moi quand même, racontez-moi. Ah non, je ne peux pas. J'ai promis qu'on ne dirait pas ce que nous avons décidé ensemble. Ça m'a paru d'entrée un problème. D'autre part, c'était l'idée qu'on pouvait prendre des fichiers, s'en assurer la propriété. Je vous paierai en vous les rendant, ce qui sera très bien pour vos lecteurs, en vous les rendant. Et puis moi, j'en garderai quand même la jouissance à terme. Ce qui voulait dire presque forcément qu'un jour, on en tirait des avantages commerciaux. Double avantage commercial. On pourrait vendre éventuellement ces fichiers de façon ou d'une autre, s'en servir pour faire Amazon, c'est ce que nous pensions à l'époque. Depuis, c'est visiblement Amazon, comme vous le disiez, qui s'est emparé de cette perspective. Et donc, pouvoir éventuellement en tirer avantage. Et puis, évidemment, la publicité en marge. La publicité en marge, on nous affirmait qu'il n'y aura pas de publicité. Mais ça conduisait aussitôt à une réflexion sur l'arborescence, ce que vous parliez tout à l'heure, la nécessité de guider les utilisateurs à travers l'immensité du vrac, l'immensité de tout ce qu'on nous offre et où on peut se perdre. Donc l'idée d'une arborescence, donc l'idée de conduire d'une façon qui serait un page ranking, comme on dit, j'essaierai de ne pas parler trop anglais, même si le grand danger de ce monopole de Google était évidemment une domination aussi de la langue anglaise. Le page ranking, l'organisation de l'offre, peut-être ça s'est un peu corrigé depuis, mais au début, c'était tout à fait frappant de voir qu'elle était selon une problématique et une culture américaine. Si vous tapiez Victor Hugo, ça a changé. On avait 19 ouvrages sur Victor Hugo en anglais, sûrement éminents de vos collègues professeurs. Enfin, c'était un peu beaucoup en pourcentage. Donc, sans abuser de la parole pour cette première intervention, je voudrais montrer qu'il y a, de ce point de vue-là, toute une réflexion initiale sur les rapports entre l'argent et la culture. Je ne méprise pas l'argent, encore une fois, ressort intéressant, mais quand il domine, ça ne va pas. Ça ne va pas, en particulier, par rapport à la notion des droits d'auteur. Les droits d'auteur, je suis tout à fait de votre avis, il faut pousser les auteurs librement, s'ils le souhaitent, à donner à lire, quitte à perdre un demi-repas avec Mme Darnton, donner à lire, nos auditeurs qui n'auront pas entendu votre conférence ne comprendront pas, mais ça ne fait rien, quitte à laisser la liberté, et c'est ce qu'on a mis en place de façon assez sage à la Bibliothèque nationale sous mon successeur, au temps de mon successeur, que je n'ai pas toujours approuvé dans ce qui a été chez lui un peu, à mes yeux, un renoncement en face de Google. Mais l'important, c'est de montrer que les droits d'auteur, de ce point de vue-là, doivent être préservés. C'est le grand débat des années 1860, 70, 80. S'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas d'auteur. Dès ce moment-là, il y avait un débat qu'on retrouve aujourd'hui entre ceux qui disaient c'est pas justifié les droits d'auteur. C'était Louis Blanc, le socialiste, qui disait ça. Vous avez déjà le grand mérite d'avoir fait, la grande chance d'avoir pu faire surgir de la potentialité qu'offrait la culture antérieure vos œuvres et vous les signez. Bravo, magnifique. Vous demandez de l'argent en plus? Mais alors votre veuve,
Bon, bien. D'autre part, il y avait ceux qui disaient c'est comme un immeuble, on fait Madame Bovary, dans l'éternité des temps, les droits d'auteur de Madame Bovary devront vous venir. On a trouvé un lieu assez sage entre les deux. 70 ans, c'est peut-être beaucoup, 50 ans, je ne sais pas. Mais ça me paraît légitime et il faut évidemment les respecter et le faire dans le domaine des bibliothèques. Or, ce que l'on constate, ce qu'on constatait en tout cas, c'est que Google trichait constamment. Nous savons très bien comment on peut, en fait, non seulement avoir des petits extraits qu'on nous promettait au début, mais des grands morceaux de livres qui ne sont pas tombés dans le domaine public et qui généralement suffisent. Je le dis à mi-voix, il m'est arrivé de m'en servir, je ne l'avoue pas vraiment, des morceaux qui étaient nécessaires pour votre recherche. De ce point de vue-là, c'était évidemment très blâmable. Alors, en somme, c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette bibliothèque, que je l'ai proposée au président de la République, à Bruxelles. Elle était fondée exactement sur les idées qui sont les vôtres et que les Américains ont rejoint avec un peu de retard. C'est souvent le contraire pour les frigidaires, etc. Mais là, c'est nous qui avons précédé l'idée qu'il fallait précisément faire un équilibre entre les deux et qu'on devait le faire avec de l'argent public. Nous l'avons proposé. Simplement, ça s'est heurté à deux obstacles. Un qui nous a paru grave à l'époque. D'abord, mon successeur ne s'y est pas beaucoup intéressé, mais je ne veux pas y attarder. Mais surtout, il n'y a pas cru, quoi. Il pensait qu'il fallait que ça rate, quoi. Mais en revanche, l'Europe m'a beaucoup déçu. On était juste après l'échec du référendum de 2005, et on cherchait des grands projets collectifs. Il y en avait un là magnifique. Et il y a malheureusement une commissaire, je la nomme sans hésiter, Mme Viviane Reding, qui a été émue par des sentiments, à mes yeux, subalternes, c'est-à-dire de vouloir que ce soit elle qui s'en occupe, penser que ce n'était pas bien que la France domine. Bref, c'était un magnifique chose qu'on aurait pu... Cela dit, franchement, je n'ai pas d'amertume, pas de jérémiade non plus. On n'a pas fait tout à fait ce qu'on aurait voulu. Europeana, c'est quelque chose de respectable, mais quand même infiniment plus chétif que votre DPLA magnifique. J'ai obtenu que ça ne s'appelle pas tel, comme on voulait, c'est-à-dire The European Library. En plus, ça aurait été un nom anglais. Alors j'ai pris un nom gréco-latin. Vous savez qu'à côté de l'héritage judéo-chrétien, il y a aussi un héritage gréco-latin en France et en Europe. Donc, tel, c'est devenu Europeana, ça existe. Mais ce qui est le véritable héritage, me semble-t-il, c'est que nous avons contribué à développer énormément Gallica, de toute façon que chacun connaît. Et ça a été un élément, c'était un coup de fouet très, très important. Et d'autre part, c'était une satisfaction de voir que si l'Europe ne s'est pas lancée dans cette affaire avec autant d'énergie que j'aurais voulu, d'autres zones géographiques du monde l'ont fait avec force. J'ai été au Japon, alors immodestement, mais c'est le sujet qui valait ça, c'est pas l'auteur. J'ai été traduit en 17 langues. 17 langues, ça veut dire qu'il y avait vraiment un intérêt considérable. Au Japon, ça a été le cas. En Chine, ils s'en sont emparés en disant on va quand même pas laisser Google américain se charger d'organiser, de numériser, d'organiser, de proposer notre héritage culturel. Je vois la main d'Emmanuel Laurentin, c'est un geste bien antérieur à la naissance des nouvelles technologies, mais je suis capable de le comprendre, qui est en train de dire, s'il vous plaît, sortez votre train d'atterrissage. Je le sors en disant simplement que, comme j'ai commencé, que vraiment les jérémiades ne sont pas bienvenus. L'histoire avance parfois par des chemins courbes, mais que vous ayez décidé à DPLA m'a paru finalement un hommage aux idées que nous avions lancées et qui avait d'abord créé chez le président de la librairie du Congrès, je crois que c'est Ronald Reagan qui l'avait nommé à vrai dire, une irritation. Mais comment l'Amérique ne peut pas être la leader dans ce domaine que vous prétendez, etc. etc. Donc ce combat a été en plus animé par cette satisfaction et rétrospectivement, puisque nous nous retrouvons, cher Robert Danton, dans l'ambition, dans le courage et la détermination, alléluia, c'est un mot franco-américain. Robert Danton, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons suffisamment de recul maintenant. Google est une invention des années 1990, Amazon une invention de la fin des années 90 et du début des années 2000, pour pouvoir à la fois commencer à faire l'histoire de cette culture numérique, de cette numérisation du savoir et de la connaissance, et aussi, peut-être, repartant de ce que vient de dire Jean-Noël Jeannet, imaginer que les chemins que les uns et les autres imaginaient pour le futur ont pu être contournés, détournés, ne pas aller exactement là où on l'imaginait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a dans cette culture numérique un effet de surprise et qu'on a beau prévoir, avoir des plans à 5 ans,
souvent, une innovation technologique vient contredire ces plans et donc dire qu'il y a un autre avenir possible que celui qu'on avait imaginé auparavant, Robert Danton. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à prophétiser par rapport au passé comme historien. Voir l'avenir m'est encore plus difficile. Et vous avez tout à fait raison que la technologie nous réserve des surprises constantes. On a cru avec Internet que tout était établi. Bien au contraire, il est arrivé plus tard, classement par pertinence. Ça a complètement changé le paysage. Et ensuite, les réseaux sociaux, encore un changement étonnant. Alors, je ne suis pas confiant du tout que nous pouvons voir au-delà de 6 mois, 1 an dans le développement de la technologie. Mais ce qui est important, je crois que l'intérêt public y soit représenté. Et ça peut se faire, je crois, pourvu que les citoyens sont bien informés, etc. Donc, oui, mais entre un citoyen et un usager, oui. Entre un citoyen et un consommateur, ça n'est pas exactement la même approche de ce savoir et de cette connaissance. C'est-à-dire que vous parlez de citoyens, on comprend bien ce que vous voulez dire. Simplement, beaucoup de ceux qui utilisent et qui usent des réseaux sociaux, qui usent de l'Internet, sont de simples consommateurs parfois, et pas toujours des citoyens consommateurs. Ils ne pensent pas forcément à cet intérêt public que vous décrivez, Robert Danton. C'est vrai, je ne dis pas que tous les utilisateurs pensent à la diffusion de la culture, etc. Ils ont leurs intérêts privés. Mais c'est normal. Et même quand on achète un livre, ce n'est pas pour le bien public, mais pour son propre plaisir, etc. Donc, je ne sais pas. On peut demander l'avis de Roger Chartier, mais si j'ose lui poser une question. Allez-y. Parce que nous sommes tous les deux très amis et des amis historiens. Alors, je cite le premier copyright, statut d'Anne 1710, qui a été copié dans la nouvelle République américaine par la première législation sur le copyright de 1790. Et dans ces deux lois fondamentales, le droit d'auteur est limité à 14 ans, renouvelable une fois. Que pensez-vous de cette perspective? Attention. Bon, avant de répondre, je crois que je vais essayer d'éviter de devenir un disciple du prophète Jérémie et je vais préférer peut-être suivre Élie. La question, le cadre général de cette question est le double héritage des Lumières et qui peut paraître ou être contradictoire. D'un côté, il y a Bob, parce qu'on va briser il y a une manière de s'adresser l'un à l'autre qui n'est pas très naturelle en rapport avec l'amitié que tu as évoquée. Citant Condorcet, on est entièrement du côté de l'accès universel, libre au savoir. Et donc, l'idée que si les discours sont utiles à l'humanité, ils ne peuvent pas être la propriété de quiconque, pas même leur auteur. Oui, exactement. Quand Jean-Noël Jeannonnet citait Louis Blanc, il y avait sans doute cette référence chez Blanc à cette position de Condorcet. Et c'est cette position qui a, contre le monopole essentiel de ces éditeurs Springer, Elsevier et Wiley, a créé l'initiative des chercheurs, en particulier dans les sciences biologiques, de créer une Public Library of Science, c'est-à-dire un accès libre aux articles qui sont mis immédiatement dans une sorte de bibliothèque accessible par chacun.
Et donc on est de ce côté-là avec les Lumières, du côté du savoir qui doit être partagé universellement et qui ne peut pas être approprié par quiconque. Et de l'autre côté, il a cité Diderot, qui n'était pas peut-être très content de l'encyclopédie, n'était sûrement pas très content des libraires avec qui il avait travaillé, et qui a défendu, entre autres, l'idée de la propriété littéraire. Et à partir de la défense de la propriété littéraire, sont mis en évidence les droits moraux et économiques des auteurs, et par conséquent, les droits économiques des éditeurs. Alors, c'est là la tension qui a été permanente et qui reste permanente entre ces deux héritages, en grande partie contraires des Lumières. Alors, des formations de compromis peuvent être trouvées, c'est-à-dire de limitation de la propriété littéraire par rapport à libre accès dans un domaine public, mais on voit bien qu'il y a eu des évolutions historiques qui ont fait accroître la durée de protection donc de la propriété littéraire aux dépens de l'accès universel au savoir. Le cas qu'évoque Bob, c'est qu'en 1709-10 en Angleterre, le fait qu'auparavant, les auteurs n'étaient en rien propriétaires de leurs textes, au sens que c'était les libraires éditeurs qui, quelle que soit la manière à travers laquelle ils avaient eu accès à un texte, en étaient des propriétaires qui, eux, se pensaient des propriétaires perpétuels, imprescriptibles. Et donc le statut de la reine Anne introduit, on dit le copyright, le mot apparaît avant d'ailleurs, en 1704, dans les registres de la Stationers' Company, c'est-à-dire la confrérie des libraires et imprimeurs de Londres, établissait l'idée que cette propriété des libraires sur leur production était limitée, comme il l'a rappelé, à 14 ans, et 14 ans si l'auteur était encore vivant, et que d'autre part, la propriété originelle de cette propriété du libraire, elle résidait dans l'acte de création, de composition de l'auteur. Mais je pense que cet héritage contradictoire des Lumières est ce qui définit le cadre de la conversation, des inquiétudes, des propositions, des législations. L'autre remarque que je voudrais faire, c'était la belle référence faite par Jean-Noël Jeannonnet à la bibliothèque de Babel de Borges. Effectivement, une extravagante félicité lorsqu'on a su que la bibliothèque comportait tous les livres, et non seulement tous les livres déjà écrits, mais tous les livres qu'on pourra écrire par la combinatoire des lettres de l'alphabet. Mais le conte, ou la fable, ou la fiction, est une fiction de cauchemar. C'est-à-dire que cette bibliothèque universelle, après la extravagante felicidad du commencement, se transforme en cette réalité qui a obsédé l'humanité depuis peut-être la bibliothèque d'Alexandrie, mais encore plus maintenant, c'est-à-dire l'idée d'une prolifération textuelle indomptable, incontrôlable, une sorte de désordre des discours. Et je pense qu'il y a des manières différentes de lutter contre cet désordre des discours. Une de nos collègues, Anne Blair, a étudié comment, à l'époque de la Renaissance, on essaye de réintroduire de l'ordre dans une culture écrite qui est vue comme proliférante. Et le titre de son livre, c'est « Too much to know ». Il y a trop à savoir. Et donc, on ne peut plus rien savoir. Et donc, le monde numérique est aussi un défi, puisque non seulement il démultiplie cette désordre ou cette prolifération, cette abondance textuelle, mais d'autre part, malgré les efforts signalés pour Wikipédia, il les produit et les reproduit dans des formes d'inscription de l'écrit où la distinction entre l'autorité de savoir, l'inexactitude, la falsification et les fake news devient infiniment plus difficile, infiniment moins immédiatement perceptible que dans l'ordre des livres. Vous pensez que c'est plus difficile? Ah oui, absolument. Parce que dans l'ordre des livres imprimés, il y a une autorité, je ne parle pas d'autorité politique ou de censure, je parle d'autorité de savoir, d'autorité de connaissance, qui est donnée par les pratiques éditoriales, par la construction de catalogues par des maisons d'édition, par des types de publications, revues ou ouvrages, et dans lesquels, dans ce monde-là, l'ordre des discours en relation avec leur potentiel degré de véracité est donné par la matérialité même de l'objet écrit, imprimé, et par les politiques éditoriales, la réputation
des maisons d'édition, leur tradition, leur histoire, le fait qu'elles publient avec des garanties, des degrés de crédibilité ou d'authenticité qui sont infiniment plus forts. La preuve, c'est que dans le monde numérique, on voit très bien la prolifération, y compris dans Wikipédia, mais en dehors de Wikipédia, dans le monde des communications plus spontanées, une prolifération des faux, des falsifications, des erreurs, des inexactitudes. Et le lecteur n'est pas préparé à les distinguer. Et il y a une inquiétude. Dans Facebook, il y avait une inquiétude pour savoir si on peut tolérer que soient démultipliées à l'infini ces falsifications. C'est ce qu'a dit Mark Zuckerberg très récemment, effectivement, en fermant, je crois, 8000 ou 9000 sites. Je retombe dans les jérémiades. Robert Danton, très brièvement, et ensuite Jean-Noël Jeannet, très brièvement. Bon, à propos des fausses nouvelles, ça a toujours existé, et surtout dans le domaine de l'imprimé. Je l'ai un peu étudié. C'est votre domaine. Ici, on consulte les journaux du XVIIIe siècle, notamment en Angleterre. Il y avait ce qu'on appelait des paragraph men. Ils recueillaient les bruits publics dans les cafés. Ils gribouillaient un paragraphe qu'ils donnaient à l'éditeur du journal qui l'imprimait. Et si on étudie de près la presse anglaise des années 1760-70, on est étonné par la mendicité, par la fausseté de la plupart des notices imprimées. Même chose pour les livres. Il y avait des libelles où tout était inventé. Et donc, je suis d'accord qu'il y a une menace dans Facebook, etc., mais je pense que l'incertitude face au message, à l'information, et ça fait partie de la condition humaine. Je ne peux pas quand même dire ça. Je veux dire, par exemple, la propagande négationniste sur le monde électronique, c'est souvent les premiers documents que vous obtenez quand vous Shoah, Holocauste. Si vous êtes dans un État comme la France, ce sont des revues qui sont interdites et que vous trouvez dans les arrière-boutiques de librairies spécialisées. Je pense qu'il y a une énorme différence dans l'accès à ce type-là de falsification et que le lecteur non préparé face au monde numérique va prendre cette information qui va arriver sans doute parmi les premières dans n'importe quelle recherche comme authentique, d'autant plus qu'elle se donne sous les apparences de l'historicité et du savoir contrôlé. Donc, qu'il y ait des fausses nouvelles dans le passé, j'en suis tout à fait d'accord, mais le fait que le lecteur soit désarmé aujourd'hui infiniment plus devant ces falsifications, et dans ce cas-là, elles sont terribles, que dans le monde de la culture imprimée, où, comme je le disais, il y a un ordre de la véracité qui s'organise à partir de la pratique éditoriale et de la reconnaissance par les lecteurs de ces différences entre une revue négationniste et un texte d'historien sur la Seconde Guerre mondiale, me paraît tout de même à être considéré. Jean-Noël Jeannet. Bon, Robert Danton et moi débattu de ce rapprochement, cette concordance des temps à mon micro de France Culture, lorsque vous avez bien voulu y venir, et naturellement j'incline à penser que les permanences l'emportent peut-être sur les différences, encore que, il est vrai que l'opposition des intensités est de grande portée. Et surtout, on rejoint une question qui est constante, c'est-à-dire la question du rythme, de la promptitude de la circulation. Il y a à la fois la vitesse et la nécessité d'une validité d'autant plus forte. Et ça pose aussi la question de la permanence de ce qui se dit, c'est la question de l'oubli ou du non-oubli. Il y a un débat qui a été très intéressant à Bruxelles entre les autorités qui ont dit qu'il faut, au bout d'un certain temps, qu'on efface ce qui s'est passé. C'est vrai par exemple pour les condamnations, c'est vrai pour des activités antérieures et éventuellement des condamnations contre des ignominies comme le négationnisme, ce qui poserait évidemment un problème. Et les historiens, pour un certain nombre d'entre eux, se sont dressés contre cette idée en disant si vous effacez les données antérieures, alors vous nous priverez de nos sources essentielles. Il n'y a pas que dans d'autres domaines qu'il y a des contradictions. Mais je pense que nous trouvons là un autre aspect de notre débat, c'est-à-dire la question de la manière dont sont accueillis, utilisés, pénétrés les différents éléments qui nous arrivent par le truchement des bibliothèques.
C'est une question d'ailleurs que les organisateurs de cette rencontre avaient précisé dans le papier inaugural que vous m'avez montré, c'est-à-dire que faire de ces données-là telles qu'elles arrivent. Une fois qu'on a aidé les gens par efflorescence à aller chercher ce qu'ils voulaient, il y a une part aussi de hasard, forcément, et puis il y a une part aussi de promptitude. Et on rejoint ce que disait Roger Chartier tout à l'heure, une part de distribution en morceaux différents, c'est-à-dire des petits morceaux d'œufs. Donc l'oubli, la différence, à vrai dire, là encore, je ne voudrais pas abuser des rapprochements avec le passé, mais je voudrais tout de même rappeler à ceux qui nous écoutent l'extrait de Platon, Phèdre ou de la beauté, où il évoque l'invention de l'écriture avec beaucoup de critiques, en disant que ça a beaucoup d'inconvénients. Il dit « Cette invention, en dispensant les hommes d'exercer leur mémoire, produira l'oubli dans l'âme de ceux qui en auront acquis la connaissance. Tu fournis seulement le semblant de la science à tes élèves, c'est évidemment Socrate qui parle, lorsqu'en effet, avec toi, ils auront réussi sans enseignement à se pourvoir d'une information abondante, ils se croiront compétents en une quantité de choses, alors qu'ils sont, dans la plupart, incompétents. » C'est une tentation contre laquelle il faut résister, évidemment, à mesure qu'on vieillit, de dire que c'était mieux avant, et de dire aux jeunes gens qui nous suivent, tu es incompétent parce que tu disperses dans ta tête ce que nous, avec tant de mérite, nous étions capables de lier, d'organiser, etc. On embellit évidemment notre passé, je n'insiste pas là-dessus, c'est un pont aux ânes, mais il y a évidemment une réflexion sur la manière dont l'école et les médias doivent pourvoir à l'organisation de ce que nous proposent les livres dans la dispersion qu'on nous offre. À partir du moment où on disperse les choses, on donne des morceaux, on peut faire circuler des extraits ici ou là, des citations, des santons de toutes sortes, à ce moment-là, il est très très important, et c'est une vocation qui est celle des maîtres et des bibliothécaires, on y revient, que d'aider les lecteurs, les nouvelles générations, à faire leur miel de ce qu'on leur offre, en évitant d'être dispersés et de devenir complètement hagards. C'est pourquoi je rejoins là encore le refus des jérémiades de Robert Danton. Confidentiellement, nous avons fait connaissance à Rome le jour où le mur était en train de tomber à Berlin. Alors forcément, ça pousse à un certain optimisme. Je ferme cette parenthèse autobiographique, enfin de biographie croisée. L'essentiel, c'est qu'évidemment, il est possible, il est nécessaire, il est possible qu'on apprenne aux nouvelles générations en transmettant le savoir. On a toujours appris l'explication de texte. Maintenant, on fait l'explication d'images. Il faut faire l'explication d'Internet. C'est un devoir essentiel. Les maîtres peuvent y pourvoir et les bibliothécaires aussi. Les bibliothèques fréquentées, il y a un risque effectivement, Roger Chartier, qu'il y ait moins de lecteurs. Mais il n'y aura pas moins de lecteurs s'ils viennent là comme un endroit de rencontre culturelle où les intercesseurs que peuvent être les bibliothécaires vont leur apprendre précisément à manier tout ça, à en faire quelque chose qui sera en définitive constitué en culture, tout simplement, et qui ne sera pas dispersé. Il y a une part de dispersion, nous aussi on allait pignocher les choses ici ou là. Mais l'essentiel est de ne pas se laisser, en quelque sorte, oui, que nous ne devions pas hagards, je le redis, hagards devant tout ce bombardement de nouvelles. Ça existe dans l'instant, ça risque d'exister aussi. Ça risque aussi d'exister dans la durée d'un héritage tel qu'on le fait sien. Alors, Roger Chartier, vous pointiez tout à l'heure des dérives potentielles de ce savoir disponible à tout instant, très rapide et très proliférant surtout, et en particulier dans cette hiérarchisation que vous pointiez, qui serait parfois une hiérarchisation inversée de ce que l'ordre des savoirs anciens proposait. Qui verriez-vous comme régulateur, s'il faut un régulateur à cela? Parce qu'effectivement, Google, lorsqu'il propose des entrées sur la première page de son moteur de recherche, c'est un algorithme qui a été composé par la société Google en interne et qui, d'une certaine façon, choisit pour vous, lecteur, en fonction des mots-clés que vous mettez dans le moteur de recherche, qui choisit pour vous ce qui apparaît, comme le disait tout à l'heure Robert Danton, le plus pertinent. Qui peut être le régulateur de cela? Est-ce qu'il faut, puisqu'on sait très bien que les régimes politiques sont très différents selon qu'on est aux États-Unis ou en France, par exemple, ou en Europe, qui doit dire la règle de ce genre de choses? Faut-il quelqu'un qui l'a dit, cette règle? Ou au bout du compte, est-ce que c'est, comme vient de le dire Jean-Noël Jeannet,
par l'éducation aux médias, ce qu'on appelait l'éducation aux médias dans le temps et qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'éducation au numérique, qu'il faut approcher cette question qui est effectivement une question assez importante et très grave. Oui. Le mouvement du débat m'a placé dans une position, oui, qui est celle de Jérémie, ce qui est tout à fait absurde parce que je n'ai pas de tour de nostalgie par rapport à un monde de la culture écrite ou imprimée que nous aurions perdu. Je pense qu'il est très important, c'est d'établir des diagnostics les plus authentiques et les plus fondés possiblement pour les différences entre les deux. Et c'est pour ça que j'insisterai plus sur les différences et les discontinuités que sur cette idée qu'il y a un éternel recommencement ou une répétition des phénomènes historiques. Dans ce cas-là, le problème n'est pas d'établir la règle, il est d'établir la vérité. Et la vérité historique, ça peut faire peur d'employer le mot maintenant, mais en fait c'est ce que faisait Vidal-Naquet, d'établir la vérité historique. C'est une question du coup de responsabilité de qui transmet cette vérité historique. Et c'est pourquoi j'évoquais, il y en a d'éminents dans la salle, des éditeurs qui ont la conscience de cette responsabilité et qui, lorsqu'ils décident de constituer un catalogue ou de publier un livre, et que lorsqu'il s'agit d'un livre d'histoire, ont cette exigence que le travail qui a conduit aux conclusions soit dans l'ordre de ce qui est la production de la connaissance. Et donc cette responsabilité que les éditeurs assument, et on pourrait dire que la chaîne du livre assure jusqu'à la librairie, je pense qu'elle peut se poser sur ceux qui sont les maîtres des moyens numériques. Je ne connais pas assez le détail technique de la possibilité du contrôle, et peut-être qu'il n'existe pas. Le problème essentiel étant, à ce moment-là, comme le disait Jean-Noël Jeannonnet, le fait qu'à ces flux textuels qui apparaissent sur les réseaux sociaux et où sans doute, malgré la volonté des responsables, ils continueront à charrier le pire du point de vue de la vérité historique, il y a tous les éléments, toutes les institutions qui résistent contre cela et qui peuvent montrer à ces utilisateurs de ces flux numériques, leur enseigner la capacité à faire la différence entre un savoir contrôlé parce qu'il est établi sur des procédures de recherche scientifique, contrôlé parce qu'il est pris en charge par des éditeurs responsables, par rapport à tout ce qui restera, et me semble-t-il très difficilement, et peut-être d'une certaine manière, on ne peut pas le souhaiter, qui est une sorte de grand régulateur du monde numérique, parce que on voit très bien les pays qui ont établi ce régulateur du monde numérique pour établir des formes de censure. Mais est-ce que ce régulateur, ce n'est pas tout simplement l'utilisateur soi-même? S'il en a la compétence et les conditions. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur spontané. 70 000, vous disiez, participants à Wikipédia. Combien vous disiez, Robert Danton? J'ai plus le chiffre. J'oublie le chiffre moi-même. Voilà, c'est énorme. Mais je suis d'accord avec Roger Chartier en insistant sur l'importance de l'éditeur, de la profession d'éditeur comme intermédiaire culturel. C'est l'éditeur qui, de façon parfaitement professionnelle, trie les textes, perfectionne les textes, joue un rôle, à mon avis, crucial. Hiérarchise. Entre le lecteur et l'auteur, les auteurs, etc. Et dans le cas où Roger Chartier, qu'il regrette avec raison, il n'y a pas d'intermédiaire dans les réseaux sociaux. Ça circule immédiatement sans passer par les mains des professionnels. Plus l'anonymat qui est redoutable. Oui. Dans le domaine des livres, on n'est jamais anonyme, enfin en principe, très oui, rarement. Donc, on peut dire les libelles sur lesquels travaillait Robert Danton étaient souvent des libelles anonymes tout de même. C'était des libelles anonymes. Il y avait des bruits publics qui étaient d'un pouvoir important sous l'Ancien Régime qui déclenchaient des émeutes, etc. On les a étudiés et le même risque existait. Mais le risque est multiplié 1000 fois par les réseaux sociaux. Donc je ne veux pas pour un moment sous-estimer l'importance des professionnels du livre et des professionnels aussi du numérique.
Et des bibliothèques. Et surtout les bibliothèques. Ce que nous constatons aujourd'hui, du moins aux États-Unis, où il y a beaucoup de bibliothèques privées parsemées partout, les bibliothécaires jouent un rôle crucial aujourd'hui. Mal payés, parfois sous-estimés, mais les bibliothécaires sont aussi des intermédiaires culturels qui ont une fonction archi importante dans la vie des villages et des quartiers urbains, etc. Alors, j'ai envie d'ajouter, si vous permettez, que le droit d'auteur matériel ne suffit pas, mais qu'il y a aussi le droit moral. C'est la différence entre votre copyright et notre système. Je crois qu'il faut protéger contre les dérives possibles de la toile le droit de maintenir une œuvre dans son intégralité, puisque tout le système nouveau permet le plagiat d'abord, et la réutilisation, c'est très clair en musique. Jusqu'où va-t-on dans la réutilisation collective de quelque chose d'individuel? Il y a là une réflexion, je crois, qui n'est pas encore aboutie, qu'il va falloir passer en avant. Alors, le principe de ces rencontres, c'est de vous donner la parole à toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle. Et donc, nous allons passer à la séquence des questions. Je vois déjà 2 mains qui se lèvent. Est-ce que je vais faire passer mon micro, c'est peut-être le plus simple. Parce que vous en avez un? Alors, monsieur, ici devant, monsieur, ici aussi. Permet de faire une transition immédiate avec la musique. Une œuvre entièrement composée par un ordinateur vient d'être enregistrée officiellement à la SACEM. Alors, je ne sais pas qui en exerce le droit moral, sans doute la personne qui est à l'origine du dépôt, mais est-ce qu'on peut en tirer un enseignement? Parce qu'a priori, la musique est, paraît-il, un langage encore plus universel que le livre, puisqu'il y a évidemment des langues différentes, et il paraît même que cette œuvre enregistrée à la SACEM va être interprétée par un orchestre d'êtres humains. Elle est, paraît-il, aussi audible sur haut-parleur, évidemment, numérisé. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'est... on n'est pas directement dans le livre, mais on est bien dans les droits d'auteur. Je voulais un peu livrer votre sagacité, cette anecdote récente. Oui, vous parlez, en somme, vous élargissez votre réflexion à toute la culture. Et selon la nature des œuvres, les choses varient beaucoup. Les livres, en principe, sont reproductibles à l'infini, comme l'étaient les photographies naguère. C'est aussi le principe du musée invisible de Malraux, enfin du musée imaginaire, pas invisible, imaginaire. Et en même temps, il y a une dialectique constante entre le désir de profiter de cette universalité et de retrouver une unicité. Vous voyez ce qui s'est passé pour les photographies. Depuis une vingtaine d'années, on les numérote à telle enseigne qu'on leur rend finalement quelque chose d'unique. Ce qui ne nous éloigne pas vraiment de votre observation, ce qui consiste à nous dire qu'il y a des œuvres qui peuvent échapper, en somme, à un auteur ou un créateur. Dans ce cas, il me semble que l'inventeur de l'ordinateur est l'auteur indirect de cette œuvre. Je souhaite lui garder le droit d'auteur et le droit moral sur l'œuvre dont vous parlez. Oui, bonjour, François Gèze. Je ne contredirai pas Roger Chartier, puisque j'ai dirigé les éditions de la Découverte pendant plus de 30 ans. Je m'occupe encore de Cairn.info, là, qui regroupe des revues et beaucoup de livres de sciences humaines numérisés maintenant. Donc, effectivement, je ne le contredirai pas sur le rôle essentiel de passeur, de filtre des éditeurs, des bibliothécaires et des libraires. Que cette chaîne du livre, comme on l'appelle, qui s'est constituée au fil des siècles, aujourd'hui est une garantie, et que le livre soit diffusé sous forme imprimée ou sous forme numérique n'y change rien, est une garantie justement qui va permettre de trier entre la vérité et les mensonges. Mais j'ajouterais, ça me permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit sur l'inventivité technologique, c'est que par rapport à cette... cette floraison des fake news, des choses fausses qu'on voit circuler grâce au numérique, certains tenants de certains grands groupes du numérique, et Google pour ne pas le nommer, mettent en avant l'idée que des intelligences artificielles, demain, vont pouvoir finalement jouer le même rôle. Et que grâce à l'algorithmique, on va pouvoir se substituer finalement à ces passeurs pour trier le bon grain de livret. Et ils ont des programmes de travail là-dessus. Facebook déjà. Ouais, exactement. Bon, moi, personnellement, pour avoir pas mal travaillé sur ces histoires d'intelligence artificielle, je pense que c'est des progrès absolument fantastiques, mais je ne crois pas une seconde que ça puisse se substituer à la partie humaine qui est celle des acteurs de la chaîne du livre dont nous parlions, et ça, jamais. Il n'y aura pas... Mais du coup, quand même, ça me permet, simplement pour apporter un complément d'information, ce que disait Jean-Noël Jeannet sur
l'hypocrisie de Google, que vous aviez dénoncé fort justement, quand ils avaient lancé leur programme Google Books en annonçant qu'ils allaient mettre à la disposition de l'humanité l'ensemble du savoir numérisé, imprimé, etc. Cette hypocrisie, on l'a appris récemment, moi je l'ai appris il y a 3-4 ans par hasard, se doublait d'une autre hypocrisie, bien plus grande encore. Parce qu'en vérité, ce que j'ai découvert en consultant un forum consacré justement au programme Google Books chez des spécialistes américains, sur un site américain, ils s'interrogeaient sur la finalité de Google Books, qui commençait à ralentir, puisqu'en 2014, ils étaient arrivés à 25 millions de livres, et on se disait, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il y a un ingénieur de Google qui est intervenu dans le forum et qui a lâché le morceau. Il a d'abord dit, on estime que, nous estimons qu'il y a eu environ 135 millions de livres qui ont été numérisés depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui, et nous allons tous... Imprimés, pardon. Qui ont été imprimés jusqu'à là, et nous allons tous les numériser. Bon, ce chiffre-là est assez contesté par beaucoup d'historiens, on n'en sait rien, on ne peut pas le calculer en vérité. Toujours est-il qu'ils avaient numérisé en 2014 25 millions de livres pour 400 millions de dollars. Et en fait, ce que disait ce gars-là, c'est qu'ils n'ont pas numérisé pour rendre ça accessible. D'ailleurs, la qualité de cette numérisation laisse beaucoup à désirer. Hein. C'est une numérisation en mode image assez cochonne, et le CR, la reconnaissance optique qu'ils ont fait par derrière était à 98-99%. Elle est loin de la qualité requise pour les e-books d'aujourd'hui. Pourquoi ils ont fait ça? Pour améliorer leurs algorithmes. Ils ont numérisé 25 millions de livres en 458 langues pour développer des algorithmes de navigation dans une base de données textuelle gigantesque et multilingue pour améliorer la puissance et l'efficacité de leur moteur de recherche, qui de fait, aujourd'hui, par rapport au début, est devenu extraordinairement efficace, on ne peut pas le nier, et pour améliorer aussi la qualité des traductions automatiques de Google Translation. Lesquelles traductions automatiques, quand on le constate, c'est que donnent de toutes les langues vers l'anglais, enfin pas toutes, mais de beaucoup de langues vers l'anglais, un résultat assez convenable. En revanche, des traductions vers le français, vers l'allemand, vers le japonais, vers le chinois, c'est absolument lamentable, c'est n'importe quoi. Donc là, il y a aussi un biais absolument terrible, c'est-à-dire que la maîtrise de l'algorithmique, qui est aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle le big data et qui concerne très largement la création éditoriale, mais aussi musicale, on vient de l'évoquer, la maîtrise de cette algorithmique par des géants comme Google, pour moi, est un autre des dangers qui ont été évoqués ce soir et sur lequel il faut, là aussi, essayer d'établir la vérité. Merci François Gèze. Vous vouliez... Je peux constater que... Robert Danton. Je crois que le but de Google n'était pas, à vrai dire, de créer cette bibliothèque universelle, mais d'agrandir sa base de données qui renforce l'algorithme. Donc aujourd'hui que Google Book Search n'existe plus, peu importe à Google, puisque l'algorithme est d'autant plus fort. Et c'est un aspect qu'on connaît mal. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a un aspect, François, que vous avez évoqué également, que nous n'avons pas traité jusqu'à présent. C'est la question de la concentration aux États-Unis d'Amérique, il faut le dire, de Google. C'est une donnée de fait. Ça ne marche pas, mon appareil? Quelle frustration pour vous. Donc non, sérieusement, l'idée est que forcément, il y a un biais de caractère culturel. Je l'avais beaucoup dit. M. Billington disait que j'étais affreusement anti-américain. Absolument pas plus qu'anti-Google, à vrai dire. Simplement, je pensais qu'il fallait continuer de répartir les cultures, les langues, etc. Et que c'était une manière d'abdication vichiste du français et des autres langues que d'accepter que tout se fit en anglais. Et qu'il y ait forcément, encore une fois, ce n'est pas la faute des États-Unis d'Amérique. À leur place, on ferait pareil. Mais il fallait assurer cette diversité. Je vous assure que les Chinois, les Indiens et les Japonais en ont pris extrêmement tôt conscience. D'ailleurs, il y a eu des attaques juridiques aux États-Unis des Japonais qui ont été très efficaces contre Google. Oui, et il faut ajouter qu'au Japon, ils ont numérisé leurs propres fonds eux-mêmes, oui. Et à peu près toute la littérature japonaise est disponible, est accessible pour les Japonais. Il est vrai qu'il faut aller dans certaines bibliothèques, etc., mais ils ont réussi à numériser à une échelle qui nous dépasse. Donc je suis très optimiste pour ce qui concerne et le Japon. En Norvège, chaque ouvrage jamais écrit en norvégien est accessible à tous les Norvégiens. C'est remarquable. Donc, le défi de cette
langue anglo-anglaise existe, c'est vrai, mais j'admire vraiment des gens et au Japon et en Norvège qui ont réussi à surmonter le défi. J'étais dans l'avion en allant vers le Japon où ils m'avaient demandé de venir parler avec eux de ces projets parce que j'ai lu Le Monde, en première page, il y avait BNF, tout ça, qui voit au-dessus de son niveau et une interview du Premier ministre de l'époque, ne pas tirer sur un cercueil, c'était en 2008. Qui écrivait que de toute façon, ce n'était pas la peine de se crêter sur ces ergots et qui n'était pas la peine de se crêter sur. Je n'ai pas entendu le nom, je n'ai pas donné. Non. J'ai dit que le Premier ministre de l'époque, en 2008, expliquait que ce n'était pas la peine de s'affirmer contre cette domination, que le numérique était américain, que c'était bien ainsi. Et quand je suis arrivé à Tokyo, ils m'ont dit « Vous avez lu ça? C'est quand même assez surprenant. En tout cas, ce n'est pas le chemin que nous allons emprunter. » Ce qui est d'ailleurs tout à fait étonnant, Robert Darnton et Roger Chartier, c'est de voir effectivement cette grande labilité de ce domaine numérique, ce que je disais tout à l'heure, puisque l'offensive Google d'il y a maintenant une douzaine ou une quinzaine d'années, à cette offensive ont répondu des contre-offensives un peu partout, et au bout du compte, l'autonomie des acteurs, pourrait-on dire, dans le monde entier, prouve qu'il y a une capacité à la fois de résistance, mais de contre-proposition qui est assez exceptionnelle de la part de ceux qui ne veulent pas justement avoir une seule langue, avoir une seule approche, avoir un seul algorithme qui dirige leur recherche. Roger Chartier. Oui, alors là, vous évoquez quelque chose qui a été modifié profondément dans les dernières années, qui était le pourcentage de population d'un continent qui a accès au monde numérique. Bien sûr. Et dans les statistiques, il y a 7 ou 8 ans, la distance était énorme entre l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada et le reste du monde. Aujourd'hui, elle s'est rétrécie avec une exception qui est l'Afrique, dans lequel les pourcentages ne sont pas au-dessus de 25%, si je me souviens bien, alors que le pourcentage de population nord-américaine qui a accès au monde numérique est de plus de 90%. Alors ça, c'est une réduction qui fait que le danger d'un monde qui serait univoque et unilingue est différent. Au contraire, il peut peut-être y avoir d'ailleurs la construction d'espaces qui seraient autonomes et fermés sur eux-mêmes. Non, je voulais revenir sur vous parlez de l'habilité, c'est le mot qui m'y fait penser, sur l'observation très intéressante sur la musique, parce que, évidemment, là, c'est une production esthétique qui est directement liée à une nouvelle technologie. Et dans le monde, ça va me permettre de ne pas apparaître plus réactionnaire tout de suite, dans le monde du numérique, un des domaines les plus intéressants, c'est justement celui de la création. C'est-à-dire de toutes ces tentatives esthétiques qui, utilisant les possibilités de labilité, mobilité, malléabilité, inventent de nouvelles productions symboliques dans lesquelles on pourrait dire il y a deux modèles, c'est la polyphonie, les voix s'enchaînent, et donc il n'y a plus d'identité singulière du créateur, et donc du coup il n'y a plus de copyright, ou il n'y a plus de propriété littéraire. Et l'autre modèle, c'est le palimpseste, c'est-à-dire qu'on écrit là où quelque chose était déjà écrit. Et il y a alors un secteur hyper minoritaire des 5% de production numérique dans la totalité du commerce de librairie. Et en plus, souvent, il s'agit d'un accès gratuit à ces formes de production symbolique. Mais je crois que ceci est intéressant parce que je partage l'idée de Robert, qu'on ne peut pas projeter, et les historiens ont toujours été de piètres prophètes, et donc il faut s'en garder. Oui, les autres aussi, tous alors. Mais si, sauf Jérémie et Élie, ce qui reste serait cette idée que peut-être là se dessine quelque chose qui pourrait être un nouveau monde de la culture de l'écrit, c'est-à-dire avec des productions symboliques qui ne seraient plus soumises à des catégories dont nous avons discuté et reconnu les bienfaits, copyright, propriété littéraire, œuvre, etc. Mais un monde dans lequel ces catégories elles-mêmes disparaîtraient, et où la fluidité, la mobilité d'unités textuelles séparées, et évidemment dans un monde où l'image et le son peuvent être immédiatement liés avec l'écrit, inventerait une nouvelle culture écrite. Et je crois qu'on doit
suivre ces productions qui posent un très gros problème de leur archivage. Parce que lorsque vous regardez la Electronic Literature Compilation, qui est un premier catalogue de ces productions symboliques novatrices, plus de la moitié ne sont plus accessibles. Donc il y a un degré d'obsolescence technique et il y a une difficulté d'archivage ou d'entrée en bibliothèque. Je crois que c'est un secteur qui est réellement tout à fait intéressant. Vous avez tout à fait raison, Roger Chartier, d'insister sur la question de la migration. Autrement dit, la perpétuation des archives. Ça dépasse la question des livres. Absolument. Mais peut-être ça les concerne aussi. À quel moment les traces risqueront de disparaître. Et l'opposition entre le tout au marché américain et le système français d'intervention de l'État dans le domaine des archives audiovisuelles est particulièrement instructif, puisque les premières années de la télévision américaine, beaucoup de choses ont été perdues parce que les entreprises audiovisuelles avaient fait un calcul assez simple. Qu'est-ce que nous pouvons réutiliser en gagnant de l'argent par rapport au coût de la perpétuation de ces archives. Donc beaucoup de choses ont disparu, alors qu'en France, on a pensé, avec de l'argent public, nous payons non pas comme consommateurs, mais comme redevanciers, on a pensé qu'il était utile et fécond de garder toutes les archives en vérité. C'est la loi de juin 92, et cela vaut aussi pour les livres. Je crois qu'il est très important qu'il y ait concurrence du privé et du public, comme vous le faites notamment aux États-Unis, pour s'assurer de la perpétuation des fichiers, pour les transmettre à nos petits-neveux. Bon, je devrais ajouter à propos de ce problème de la préservation de la culture que la moitié des films jamais produits jusqu'à 1940 a disparu. 80% des films silencieux ont disparu. C'est une perte considérable et je pense que nous sommes en train de perdre beaucoup de choses, exactement comme l'a dit Roger Chartier. Et pour apporter de l'eau à son moulin, je dirais aussi, j'insisterai sur quelque chose qui est mal compris. J'ai dit qu'il existe à peu près 300 000 nouveaux titres par an parus aux États-Unis. Il existe aussi à peu près davantage que 600 000 livres par les auteurs qui se publient. Oui. Et cela sur Internet. C'est plus que le double des livres commerciaux, normaux, si vous voulez, mais nous assistons à un phénomène vraiment spectaculaire. Tous écrivains. Tous écrivains. C'est assez étonnant. Et il est vrai que parmi ces, mettons, 700, 800 000 livres auto-publiés par an, il y en a peut-être la majorité qui ne valent pas grand-chose. Pourtant, il en existe qui sont très importants. Donc il y a une sorte même de démocratisation du côté des auteurs. Une dernière question avant que nous levions la séance. Monsieur. Merci. Moi, j'aimerais revenir très rapidement sur une œuvre qui a été citée à plusieurs reprises, c'est l'encyclopédie Diderot d'Alembert, matricielle pour la culture occidentale en termes d'organisation du savoir, mais en particulier sur la mise en perspective qui a été faite entre l'encyclopédie en tant qu'objet, à la compacité typographique, à l'immobilité typographique, à un ensemble topographiquement clos, les 11 volumes de texte et les 17 volumes de planches, et un environnement, un écosystème qui est celui de Wikipédia et plus largement du web de données relationnelles qui est largement mobile, dynamique, ouvert et un peu anxiogène. Alors moi, ce qui me frappe, pour revenir à l'encyclopédie, c'est que c'est, pour citer un autre auteur que vous avez évoqué, c'est que l'encyclopédie, c'est très largement une œuvre ouverte. Ouverte en amont et ouverte en aval. Ouverte en amont parce qu'elle pratique le psittacisme, la genèse de chacun des articles est d'une complexité phénoménale. D'Alembert aussi en a joué, quand à plusieurs reprises, il s'est opposé à certains censeurs en leur disant mais voilà, vous reprochez telle ou telle position, mais ce que vous ne savez pas, et que nous savons, et avec malice, nous l'avons mis en œuvre, c'est que nous avons cité
là, pour le coup, le bien-pensant Vauvenargues. Donc il y a une complexité, l'œuvre est très largement ouverte en amont, c'est le cas du reste de toute la production encyclopédique. Et elle est ouverte en aval, parce que quelle est la postérité de l'encyclopédie? C'est la dissémination, la recomposition, on la découpe, on la réarticule, c'est ce que fait Panckoucke avec la méthodique, on l'éclate. Donc c'est une œuvre qui bouge. Et alors, il se trouve qu'en ce moment, il y a un projet qui me semble assez intéressant, c'est le projet Ancre, qui associe la bibliothèque numérique, l'Académie des sciences, l'infrastructure Humanum. Il y a un certain nombre de laboratoires qui articulent les travaux d'environ 150 chercheurs. Ancre, c'est édition numérique, collaborative et critique de l'encyclopédie. Ce projet va être dévoilé à l'automne prochain, et il consiste finalement à reprendre la matière typographique de l'encyclopédie, et par le biais d'une édition critique numérique collaborative, de la redéployer dans un environnement et sur une architecture qui est celle du web de données et qui est celle de l'espace numérique. Merci de ces précisions. Vous connaissiez évidemment Oui, j'admire beaucoup le projet Ancre. Je suis tout à fait d'accord. Merci à toutes et merci à tous. Nous levons la séance et à une prochaine fois, donc ici à l'Institut d'études avancées avec la revue Esprit. Merci.